Donc, je vais un peu vous parler de tout ce qu'on peut encore semer, planter sous abri. Donc, sous abri, donc pour l'automne et l'hiver. Donc, en général, je parle beaucoup de la serre, mais il y a aussi les abris couches ou mini-tunnels. Voilà, tout ça, ça peut être assimilé à une culture sous abri. Bien sûr, une serre, au plus grande qu'elle est, au mieux elle fera office de tampon, donc on gardera une chaleur plus longtemps et c'est plus pratique aussi pour y circuler, pour y travailler. Mais voilà, si on n'a que des tunnels ou couches, on peut aussi se débrouiller avec ça. Donc c'est vrai qu'on a parlé de quelques semis encore possibles en pleine terre, mais il faut bien se dire que les semis actuels, bon, il ne faut parfois plus trop se faire d'illusions parce que tout d'abord, la température n'y est plus, donc la température baisse quand même. Heureusement, on a une saison actuelle conforme à ce qu'elle devrait être au niveau température. Et alors, il y a aussi la lumière qui diminue. Donc la lumière diurne, ça diminue, donc forcément les plantes, ça pousse par photosynthèse. Si le soleil est moins présent, moins longtemps, forcément elles pousseront moins aussi. Alors une autre chose qu'on est confronté en pleine terre, c'est les ravageurs. Je crois que tout le monde a un peu bataillé avec les limaces et les escargots. Et là, en pleine terre, c'est quand même plus compliqué à lutter contre ça. Et les petits semis que l'on fait, qui ont du mal à sortir à cause des conditions que je viens d'énumérer, peuvent se faire raboter en un rien de temps par les limaces et tout ça. Donc, voilà. Pour un jardinier, voilà, en serre, en couche, voilà, tout ça, on sait mieux lutter contre l'excès d'humidité, parce que limaces, escargots adorent l'humidité. Donc si c'est mieux régulé, on aura peut-être un peu moins de problèmes, mais malgré tout, il faut rester quand même vigilant. Même en serre, on peut voir d'ailleurs sur les vitres que la nuit, il y a des limaces ou des escargots qui ont promené le long des vitres, donc ça se voit. Alors, un petit rappel de ce qu'on appelle serre froide. Donc, c'est un lieu de croissance de plantes, ici en l'occurrence les légumes, sans apport de chaleur ni de lumière artificielle. Donc, on reste quand même dans l'écologie et on emprisonne en fait la chaleur émise par le soleil, par les infrarouges, et on essaie de l'enfermer le plus longtemps possible sous une couverture qui peut être en plastique ou en verre, et ça permet de faire pousser nos légumes beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait encore le faire en pleine terre. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'on doit tout emprisonner et tout laisser fermer. Donc, une serre, une couche, même un tunnel, doit aussi être aéré. Il faut choisir ses moments. Donc, en pleine journée, voilà, on peut ouvrir une serre en principe. Moi, je laisse ma serre pratiquement toute l'année ouverte, sauf par grand gel la nuit. Mais autrement, voilà, il faut vraiment aérer ce milieu, sinon on aura beaucoup de moisissures, même la mâche. On peut voir que si on laisse trop fermé, voilà, on aura des petits points gris sur les feuilles de mâche. Et bon, c'est quand même pas à conseiller. C'est moins beau et la mâche en subit un peu les conséquences. Alors, pour les tunnels, j'ai vu ça. Je pense que tout le monde a déjà construit des tunnels en plastique, donc un café plastique. Et on utilise beaucoup les tubes électriques là, flexibles. Donc on fait ça.
et on emboîte les deux bouts dans le sol. On couvre le film plastique, on peut le nouer de chaque côté avec une ficelle et on l'arrime au sol avec un fil de fer cavalier par exemple, et ça permet disons, de maintenir ce film bien arrimé au sol, et en plus on vient mettre des tubes au-dessus, donc on intercale, par exemple on met des tubes à 1,20 m, 1,20 m à l'intérieur sur lequel on met le plastique, et alors au milieu on vient remettre des tubes au-dessus, donc ça permet de mieux résister au vent, et en plus il y a moyen, donc le film plastique est emprisonné entre les tubes intérieurs et les tubes extérieurs, et on peut facilement le remonter, et il se glisse comme ça, et il reste bloqué par les tubes intérieurs extérieurs, et on peut maintenir comme ça le film à moitié ouvert ou complètement ouvert. On peut régler en fonction de la température. Donc c'est quelque chose d'assez pratique, et c'est facile à régler en fonction de la température. S'il pleut, ben, on peut aussi profiter de l'ouvrir complètement pour laisser un coup bien pleuvoir dessus, puis refermer pour la nuit. Donc voilà, c'est un peu... le tunnel, on peut déjà se débrouiller pas mal aussi. Alors, les conditions de culture, ben, bien sûr, pas lancer au tunnel, il faut une température suffisante, la nourriture, mais assez peu par rapport aux plantes que l'on met habituellement en serre en été. Par exemple, une tomate, voilà, tout ça, ça prend... c'est des plantes beaucoup plus grandes qui ont besoin de plus d'eau, plus malgré tout d'engrais pour pousser. Ben, ce qu'on va mettre, en général, ce sont des plantes quand même plus petites, qui poussent moins vite et qui ont besoin de moins de nourriture. Il faut aussi la lumière, donc il faut veiller à avoir une couverture transparente. Donc si c'est le verre, ben, il y a quand même toujours des algues qui viennent se mettre, surtout à l'extérieur, mais parfois à l'intérieur aussi. Donc nettoyer ça, ça permet d'avoir plus de lumière, la photosynthèse se fera mieux. Et alors, si par exemple le plastique est trop vieux, on a vu ça ici avec la grande serre dans le jardin des fraternités ouvrières, et à un moment donné, ben voilà, ça devient trop opaque, la lumière ne passe plus, ben, il n'y a plus grand chose qui pousse, ça file en fait. Et lorsqu'on a un film bien transparent, ben, même en plastique, ben, s'il est trop vieux, ben, il faut le remplacer. Et ben, ça, si vous mettez du rigide, il faut absolument mettre du polycarbonate et pas les choses meilleur marché dans les jardineries, ben, dans les magasins de bricolage. C'est peut-être à commander parce qu'ils n'en font pas rentrer beaucoup parce que ça coûte presque le double, mais ça dure 3 fois plus longtemps et ça reste transparent. Et ça résiste très bien aux grêles et tout, comme les plastiques avec des fibres de verre à l'intérieur qui sont très solides, mais qui verdissent après quelques années. Et quand on passe au Karcher, ils verdissent encore plus vite parce qu'on enlève le fin petit film luisant, quoi. Mais regardez aussi, il y a toujours un côté qu'on peut mettre au soleil et l'autre côté pas. Donc il faut se renseigner. Et souvent il y a un petit collant, et c'est le côté collant souvent qu'il faut mettre à l'extérieur. Donc ça c'est important. Sinon l'effet anti-violet pour que le plastique dure plus longtemps n'existe plus, quoi. Donc ça existe, mais souvent on ne le met pas parce que souvent les gens achètent avec les yeux et le prix. Le plastique là il est plus cher parce que c'est une autre utilisation, donc c'est plus durable, mais voilà. Quand on le voit, ça a tout à fait le même aspect, hein. On ne voit pas la différence, mais c'est une autre matière. C'est une autre qualité, ben voilà, il faut se renseigner. Moi j'ai acheté des tunnels qu'on emboîte l'un au-dessus de l'autre, là. J'ai payé 20 € de pièce. Ah oui, et ça c'est durable aussi. Oui, parce qu'il y a déjà 3 ans et ils sont encore toujours bien. Il y a je les lave des petits trous et je les ronge pour l'hiver.
pour les encastrer avec un cavalier, On pour ne les même pas. maintenir. Mais Oui, une panne c'est dessus, prévu. puis c'est tout. C'est prévu. Ouais, tout est prévu, même l'arrosage, il y a même un petit trou pour. Ouais, c'est assez ingénieux, mais c'est pas bon marché. Ah ouais, mais bon. Mais c'est costaud. Ouais. Alors, bon, on va continuer. Donc, à partir de maintenant, donc septembre-octobre, c'est aussi souvent le moment où on enlève toutes les cultures d'été. Et c'est à peu près le seul moment où, par exemple, une serre est vide, je trouve. Autrement, au printemps, il y a toujours, on enlève, on remet déjà tout de suite autre chose. On dit que quand on enlève les tomates, poivrons, voilà, souvent on fait presque le vide. Et c'est vraiment le bon moment aussi pour nettoyer l'intérieur. Parce que il y a parfois un film d'algues qui se naît à cause des condensations de l'eau. Et il y a parfois un petit film. Donc on a accès à toutes les parois facilement, sans abîmer nos légumes. Donc je trouve que c'est le bon moment de faire le nettoyage. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en serre, à cette période-ci, pendant tout l'hiver, ça poussera aussi plus lentement qu'au printemps ou en été. Ben, forcément, comme j'ai dit, moins de lumière, moins de chaleur, ben voilà, ça pousse plus lentement, donc il ne faut pas être surpris que on dit tiens, bah, mais l'étude traîne, ben oui, mais c'est la saison, ça pousse plus lentement. Alors, l'intérêt aussi de garnir ces serres, bon, on pense à manger les trucs en hiver, ouais, pour certaines choses, mais alors surtout, ça permet d'avoir des légumes à la fin de l'hiver et début du printemps, quand vraiment on n'a encore rien d'autre au jardin. Et voilà, ça permet vraiment de faire charnière avec l'hiver et le printemps, et d'avoir par exemple encore de belles salades ou d'escaroles. Des choux-fleurs. Des choux-fleurs aussi. Hein. Ouais, voilà. Ben, tout ça, je vais un peu passer en revue. Voilà. Et ce sont, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, pas vouloir mettre encore des tomates, garder des tomates en serre, ben voilà, non, il faut mettre des légumes de saison, voilà, qui résistent quand même un peu au froid. Alors, une question qu'on se pose, est-ce qu'il faut enrichir encore le sol de la serre? Ben, disons que souvent, si on a paillé entre les tomates et avec un paillis nutritif, donc je parlerai par exemple, un paillis, du compost, du fumier, du vieux fumier, du broyat aussi, ben, tout ça, c'est resté entre les plantes, on a arrosé, ça s'est un peu décomposé, ben, tout ça, plus ou moins, ça a quand même enrichi le sol, et comme les plantes en ont besoin moins, ben, souvent c'est suffisant. Il y a parfois, lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de pailler, qu'on n'a pas les matériaux, ou bien voilà, qu'on ne l'a pas fait, ben, on pourrait apporter un peu d'engrais organique en granulé, peut-être un peu d'algues marines pour rendre un peu plus alcalin, et un peu de cendre de bois, mais il faut aussi savoir que la cendre de bois, elle a aussi un pouvoir anti-germinatif. Donc aux endroits de semis, ben, je ne conseille pas de le faire. Alors, une chose qu'on va faire aussi avant d'implanter les nouvelles cultures, c'est d'arroser abondamment le sol avant d'implanter ces nouvelles cultures. Pourquoi? Parce que déjà, les cultures d'été auront déjà puisé beaucoup d'eau. Souvent, en fin de saison, par exemple pour les tomates, poivrons, on mettra moins d'eau. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait un excès d'humidité, de condensation et risque de maladie pour tous ces légumes. Donc, le jardinier a forcément réduit l'arrosage. Il y a moins d'évaporation aussi, puisqu'il fait moins chaud. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même un déficit d'eau dans le sol. Et en arrosant abondamment, on fait aussi descendre les sels, les minéraux
qui sont parfois en excès, dû à la décomposition de ce qu'on a mis, et ça permet que ça descende un peu dans le sol, plus en profondeur. Et autre chose, le fait d'arroser abondamment, on réamorce la pompe par les réseaux capillaires du sol. Donc souvent on pense que ce n'est que l'apport d'eau par l'extérieur qui permet d'alimenter les plantes. Il ne faut pas oublier que le sol est une grande éponge et que au moment où il pleut pas mal, ben voilà, ça descend et la terre c'est un réseau capillaire et cette eau remonte par capillarité. Donc il y a une grande partie de l'eau qui vient du sous-sol. Donc en arrosant abondamment, ça permet de reconnecter ce réseau capillaire et qui va alimenter en eau votre serre. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Ben, tout d'abord, j'ai parlé des nouvelles cultures qu'on va y mettre, soit par semis ou par plantation. Donc, ici, les oignons d'hiver, par exemple, ceux-ci, qu'on achète en jardinerie. Ici, qu'on achète ici. Et qu'on achète ici, ouais, voilà. Mais justement, en jardinerie, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on en trouve. Donc ici, il y a déjà Longtemps. 10, 20 ans peut-être qu'on fait ça. Mais c'était une culture pas vraiment connue. Donc souvent, les petits oignons, on demandait, ben non, ben, il faut attendre le printemps. On nous faisait passer même pour... allez, on était un peu ridiculisés. Ben non, ben les oignons, c'est pas maintenant qu'on plante ça. Hein. Tandis que maintenant, je vois que dans les jardineries, on en trouve aussi. Hein. Donc, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, ce sont quand même un truc intéressant et on peut avoir de gros oignons sous abri. Et dehors aussi. Hein. Oui, aussi. Oui, mais alors on met sur le butin. Mais ça pourrit alors quand il y a trop d'eau. Les oignons hâtifs que l'on a peut-être semés, donc on a parlé de ces sortes de semis à partir de la mi-août, septembre, qu'on a peut-être pu semer, les oignons hâtifs blancs, rouges et même jaunes, qu'on aura semés, ben, on peut aussi venir les implanter en serre. Donc ils seront soit en barquette, soit en godet. Voilà. Alors les semis de mâche. Donc là, on peut encore semer carrément dans le sol de la serre. Donc moi, je conseille même de prendre ceux à grandes feuilles. Donc la mâche de Hollande. Pourquoi? Parce qu'elle devient plus grande, plus belle. Plus facile à nettoyer. Et elle sera moins abîmée que si elle est à l'extérieur. Et c'est vrai qu'elle est vraiment impeccable au niveau tenue. Tandis que celle-là à l'extérieur, s'il y a beaucoup d'humidité, peut-être plus de limaces, ben voilà, elle sera peut-être un peu plus abîmée. Alors, aussi, encore des semis de laitue que l'on peut faire. Bon, par exemple, à toute saison, moi je vois que, par exemple, l'apia, c'est une laitue qui passe encore bien l'hiver. La rouge grenobloise. Ouais. Et l'apia, c'est une qui convient bien, parce que souvent, à la belle saison, il fait trop chaud et elle pourrit. Tandis que l'apia, bien sûr, il ne faut pas arroser dans le cœur de la laitue, mais je trouve qu'elle passe mieux l'hiver comme ça, en serre, ça marche bien. On peut aussi utiliser toutes les laitues à couper, donc la baule, genre feuille de chêne, ben, tout ça, bon ça fait, c'est comme une grosse pomme ouverte hein, en fait, et là ça pousse quand même assez plus vite que les paumées. On peut encore se risquer à faire des semis de radis très actifs, genre celle de 18 jours, c'est indiqué dans le catalogue comme ça. Donc en principe, sur 18 jours, ben, on récolte déjà les radis. Alors, plantation d'échalotes pour manger en verre. Donc soit on utilise les pipes, là, la verdure, ou la verdure et les jeunes cailleux. Et ça, c'est souvent à la fin de l'hiver, début du printemps, que c'est grand C pour manger complètement.
Alors, les semis de crudité pour le mesclin. Donc, c'est un mélange de laitue, chicorée, roquette, au pied des légumes chinois. Mizuna. Ouais, voilà, Mizuna. Eh ben ça, bon, je ne vais pas réexpliquer tout le contenu de ce qu'on peut y mettre, mais voyez un peu le cours de septembre de l'année passée, de 2023. J'ai expliqué ça en long et en large. Il y a même des résumés sur notre blog. Voilà, vous allez retrouver tout ce qu'on peut semer dans les mesclins. C'est intéressant parce que c'est varié, ça donne du goût. Comme Ignace disait tout à l'heure, ben voilà, une simple laitue, voilà, si on y ajoute plein d'autres choses, ça a à chaque fois des goûts différents. C'est goûteux, c'est riche en éléments nutritifs. Voilà, c'est. Alors au palais, c'est agréable aussi d'avoir chaque fois des goûts différents. Alors cette année, j'ai un peu. Bon, on a les alvéoles là. Je me suis dit, bon, je vais un peu essayer des semis en plaques alvéolées de toutes sortes de choses. Voilà, j'ai semé par exemple des laitues, par exemple l'apia, les laitues à couper. J'ai aussi semé des graines d'épinards en alvéole. Des radis. Alors les contenus de mesclun, de la mâche, et tout ça, ça reste dans les plaques. Et au fur et à mesure que j'ai des trous, que je vois qu'il y a des trous dans des endroits où je pourrais implanter, par exemple dans ma serre, voilà, je le prélève et j'installe ce genre de choses. Donc par exemple, quand je vois que les scaroles ont pris un peu leur place et qu'il y a un trou entre deux, ben, je peux venir implanter un pied de quelques graines d'épinards qui vont venir pousser plus haut. Et voilà, j'aurai plein de choses différentes à pouvoir manger en hiver. Et alors j'ai... Ouais, bien sûr, je vais expliquer ça un peu plus loin. Mais j'ai un peu constaté une différence entre ceux qu'on repique à racines nues et ceux qui sont repiqués en alvéole. Mais j'y reviendrai plus loin. Donc ça permet aussi, si par exemple on n'a pas encore enlevé tous nos tomates ou voilà, que nos légumes sont déjà en germination et attendent de pouvoir prendre place dans la serre. Donc voilà, ça permet de garder des choses en attente et de l'implanter. Donc on n'a pas perdu de temps et ça poussera plus vite. Alors si vraiment, bon, je ne suis pas arrivé à vous convaincre de remplir votre serre ou vos tunnels ou vos couches, ben, s'il vous plaît, ne laissez pas le sol nu. Semez, par exemple, de l'épinard comme ça, à la volée, pour faire une couverture de sol. Ça fera un engrais vert que vous pouvez faucher, laisser faner sur le sol, donc au printemps, et plus ou moins ça va se réintégrer dans le sol. Rien n'est perdu. Faut pas oublier qu'une plante, elle puise beaucoup de choses dans l'univers, dans l'atmosphère, et tous ces éléments, même ce qu'elle aurait puisé dans le sol, si voilà, retourner dans le sol, ça retourne, donc il n'y a rien de perdu, que du contraire, tout ce qu'elle aura puisé dans l'air, elle va le restituer dans le sol. Donc, pas de sol nu, s'il vous plaît. Voilà, ça j'ai parlé des nouvelles cultures par semis, par plantation. Il y a aussi le repiquage de légumes qui risquent de s'abîmer à l'extérieur et que l'on va importer dans la serre. Donc la méthode c'est ça. On sème des légumes tardivement, ça peut être des laitues d'hiver, des chicorées, des scaroles. Souvent on dit on peut commencer en juin, juillet. Ben, il faut encore en ressemer au mois d'août, mi-août, septembre. Ils seront plus petites, mais ce sont ceux-là qui sont maintenant comme ça, qu'on va repiquer en serre et qui vont nous alimenter en crudité pour la fin d'hiver. Ceux qui sont déjà grands maintenant vont pas tenir le coup tout l'hiver, donc il faudra les consommer avant.
tandis que les plus petites, voilà, tout doucement, on aura même l'impression qu'ils ne bougent pas beaucoup. Maintenant, ça va, j'en ai déjà repiqué, on voit que ça pousse, et puis à un moment donné, les températures vont baisser, on aura l'impression, dit tiens, ça stagne et tout ça, mais non, ça s'enracine bien, ça pousse, et dès mi-février, hop, c'est reparti, et là vous avez des scaroles ou des laitues qui viennent énormes et que vous allez pouvoir consommer allègrement, alors que bon, beaucoup de gens n'auront peut-être plus rien du tout. Là, le fait d'avoir planté petit, voilà, on décale un peu la récolte. Alors, Michel, donc, j'ai fait ça avec des céleris une année. Et alors au printemps, j'avais des gros céleris. Décalés, les céleris... des céleris feuilles alors. feuilles, oui, Ah, oui, ouais, oui. ouais. Alors je les ai semés plus tard, donc du coup je les ai Ouais. plantés plus tard. Et au printemps, j'avais des gros céleris. Ouais. Comme Bah, vous le dites, céleri avec vert, les- par exemple, on peut Ouais. le semer tout le long de la saison et voilà, ça, il Le montera céleri moins vite. d'hiver. Oui, le céleri à couper. Hein. Ah oui, c'est Ouais. bien coupé. Ouais, Céleri céleri vert. vert à couper. Oui. Voilà, et celui-là, ben, en général, il tient le coup l'hiver. Bon, si l'hiver est très froid, le feuillage peut disparaître, mais souvent, un peu il repousse. Alors si vous avez une touffe, même en serre, ben voilà, vous avez toujours la verdure prête pour vos soupes. Moule. Alors voilà, c'est un peu la technique inverse de ce qu'on fait au printemps. Donc au printemps, on sème des trucs à l'intérieur et on va repiquer à l'extérieur. Ben ici, non. On aura semé soit en alvéole, mais même en pleine terre. Et on vient ramener ces plantes dans la serre. Donc c'est un peu la technique inverse. Mais on met en milieu protégé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, je vais un peu peut-être répéter ce que... Mais bon, c'est typiquement aux plantes que l'on va importer de l'extérieur et l'intérieur. Bon, des petites laitues paumées, à couper, les romaines, des petites laitues d'hiver, les toutes saisons, ben, tout ça, voilà, l'extérieur et l'intérieur. Alors si on dispose de pas mal de place, ben voilà, on peut repiquer. Si on a un peu moins de place, on peut repiquer un peu plus serré. Donc par exemple, on dit tiens, une pomme, ça va faire ce volume-là, j'en mets une deuxième là. Donc, mais entre deux, ben, on pourrait mettre encore une autre qu'on va récolter pendant l'automne et le début d'hiver. Donc tant que les plantes ne se rejoignent pas, ben voilà, on peut en retirer une sur deux. On n'aura pas perdu l'espace entre deux. Et bon, on aura mangé une petite laitue, mais malgré tout, ça laissera la place aux autres. Alors, toutes les chicorées, les scaroles, les endives frisées, venant de l'extérieur vers l'intérieur, les chicorées sauvages italiennes aussi, quoiqu'elles peuvent rester dehors, ben voilà, elles pousseront d'autant mieux à l'intérieur. Alors, j'ai épinglé un peu une variété de scarole Natasha, et qui est spécialement adaptée à la culture en serre, mais même en pleine terre, hein, mais vraiment en serre, elle s'adapte très bien et ça fait des énormes scaroles plates là. Il y a les autres scaroles en cornet, on en a déjà souvent parlé, celles d'Anjou et de Bordeaux. Ben, ça convient aussi bien pour la serre parce que, justement, quand on a semé tardivement, elles vont donner une pomme vraiment un peu plus haute, un peu plus... c'est bouclé. Et ça, c'est en fin d'hiver. On a vraiment des pommes volumineuses, un peu surélevées comme ça, et ça pousse très bien aussi en serre. C'est comment le nom? Natacha. Non, les scaroles en cornet. En cornet. Donc il y a celle d'Anjou et celle de Bordeaux. Bordeaux résisterait un peu plus au froid. Non, non. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, alors, comme Ignace avait dit, bon, on a des plantes persil, bon voilà, ça aussi, si on a encore en godet ou en alvéole, ben voilà, on repique par-ci par-là. Quelques pieds en serre, c'est intéressant d'avoir
ben là, elle restera toujours verte et de la verdure sous la main. On peut aussi repiquer de la cébette, ciboule, ciboulette. Tout ça, ça va encore produire pendant l'hiver, en serre. Voilà, je reviens un peu aux constatations que j'ai pu faire. Ben voilà, les petits plants de laitue, de scarole, passent mieux l'hiver sans encombre et résistent mieux au froid. Même des laitues d'hiver peuvent rester dehors. On va en perdre une partie, mais c'est à la fin de l'hiver que ça va se développer. Quand ils sont petits, ils vont passer l'hiver. S'ils sont trop grands, on a semé trop tôt, elles vont être, s'il y a une bonne gelée, elles risquent d'être fauchées par le gel. Alors j'ai constaté que les plants déjà bien développés en alvéole ou bien en godet, et qu'on repique par exemple en serre. J'ai fait l'expérience ici cet automne. Donc j'en avais qui étaient en alvéole, j'ai repiqué, et puis il y en avait d'autres que j'ai repiqué racine nue. Ah ben c'est celle la racine nue qui a été attaquée en premier par les limaces. Et les autres, ils n'ont pas touché. Donc c'est qu'il y a quand même un affaiblissement de cette plante. Elle souffre un peu et les limaces attaquent celle-là. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle se fane un peu ou je ne sais pas. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils s'attaquent beaucoup moins aux laitues rouges qu'aux laitues vertes. Vous avez essayé les bogues de châtaigne? Les oiseaux aussi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, Anne-Marie. Les bogues de châtaigne. Contre les limaces. C'est la saison du châtaigne. Oui. Donc ça marche? Ah ben on verra l'année prochaine. Oui, bah, tu l'avais entendu aussi toi, quelque part. Oui. Bon, que c'est piquant et que voilà. Je les ai mis à sécher, puis au printemps, je vais les mettre autour des semis. Ça peut être un obstacle mécanique. Ah, ça mais pique. bon, il en faut pas mal. Hein. Il en faut beaucoup, oui. Alors, est-ce qu'elles vont pas aller se mettre en dessous? Bon, tout ça, c'est... On va voir. Alors, une petite chose, lorsqu'on repique des choses qui ont été en godet ou en alvéole, parfois il y a les racines qui ont commencé à tourner. Ça a fait un chignon, donc avant de repiquer, il faut un peu ouvrir ça, écarter, repiquer, et ensuite vous pouvez attendre un jour ou deux, et puis vous arrosez autour, largement, pour que l'humidité attire les racines pour qu'elles s'émettent plus loin. Et là, vous allez avoir un meilleur enracinement de ces plantes-là. Vous allez quand même constater que si on ne fait pas ça, on dirait que la plante a peut-être pris l'habitude de tourner en rond. Et alors, peut-être que le contenu du godet ou de l'alvéole est peut-être plus riche que la terre. Et les racines se contentent un peu dans ce milieu-là parce que c'est peut-être plus riche. Je ne sais pas, c'est l'explication. Mais je crois qu'en mettant de l'humidité ailleurs, en principe, les racines vont s'étendre mieux. Alors la serre, peut aussi être un lieu de protection. C'est-à-dire que certains légumes qui sont à l'extérieur, qu'on vient les mettre à l'intérieur, à la taille adulte. Donc pas les petits plants comme je viens de dire. Bon, je pense aux céleri à côte qui sont sensibles au froid. Donc là, en les reprenant avec une motte de terre, on arrive à les garder 2 à 3 semaines plus longtemps en les mettant en jauge, en serre. Bon, les céleri raves, évidemment, débarrasser de leurs feuilles, et quand on flanque dans un trou, creuser dans la serre, on peut couvrir de terre ou bien une plaque, et on met quelque chose de clair au-dessus. Si on met un plastique noir, ça va chauffer ce qu'il y a en dessous. Donc ça risque de communiquer la chaleur au rave qui va peut-être repousser plus rapidement. Si vous mettez un plastique blanc ou quelque chose de clair, cette chaleur ne sera pas communiquée au sol.
Alors, toutes les scaroles et endives frisées, qui sont déjà une belle taille, quand on dit tiens, on annonce du gel. Souvent, c'est un premier gel qui abîme les feuilles, les bords des feuilles, et puis la pourriture se communique au reste, au cœur de la plante. Et là, c'est un peu dommage de perdre tout ça. Donc, avant le premier gel, on peut les rentrer en serre avec une grosse motte. Donc là aussi, grosse motte, on insère en serre, on presse bien la terre autour, et puis on arrose autour, entre les plantes, pas sur les plantes. Parce que quand on arrose, on va communiquer, il y aura un excès d'humidité dans le cœur qui est déjà formé, et ça risque de pourrir. Arroser autour. Le 1 ou 2 jours, vous allez voir que forcément on a arraché ces grosses plantes. On voit que c'est un peu flagada, mais dès que vous avez arrosé, les radicelles recommencent à les pomper l'eau plus loin, et hop, ça devient une scarole comme si elle était à l'extérieur. Je pense que je vais devoir arrêter parce que sinon... Donc, encore une chose, la serre, c'est un lieu de forçage. Donc Ignace avait parlé des choux hâtifs. Les choux hâtifs blancs, rouges, verts. Donc, les choux blancs pointus là, sont un peu moins volumineux que les choux classiques et poussent assez rapidement et surtout à la sortie de l'hiver. Alors, on aura de belles pommes sans aucun parasite, pas de chenilles. Il y a juste une chose qu'il faudra quand même surveiller, c'est le puceron gris. Surtout si on a une serre pas suffisamment aérée, les pucerons gris peuvent s'installer dans les milieux confinés. Et alors, ben voilà, ça gagne. Alors, hein, bon, il n'y a plus tellement de coccinelles non plus qui sont actives. Donc voilà, ça, il faut faire un peu attention. Pour les choux-fleurs hâtifs, moi je conseille celui d'Erfurt, qui est vraiment adapté à cette culture de semis mi-août, au piquage, une fois, peut-être une deuxième fois, maintenant en serre. Et ça donne des belles pommes, du chou-fleur. Allez, c'est pas énorme, mais des belles pommes saines à partir de avril-mai. Celui de hâtif de Malines convient aussi à cette culture-là. Il y a quelques choux-fleurs italiens que j'ai essayé, que ça marche aussi. Le romanesco et le vert calabré. Donc ça aussi, ça pousse bien. Ça vient un peu plus grand en feuillage, quitte à casser un peu. Il faut peut-être un peu casser ces feuilles-là. Bon, je vais peut-être arrêter. Je n'ai pas fini non plus, Ignace. Bon, je vous laisserai ça. Tu n'as jamais fini. Il finira quand même. viendra le mois prochain. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Ouais. Bah, de toute façon, il y aura les résumés sur Internet pour un mois ou deux. Donc vous allez avoir Le récapitulatif. ouais, le complet sur Internet. Bien, merci Michel. Voilà. Et bon appétit, pas tout le monde, parce qu'en général, on